Imaginez une île, des plages de sable blanc, une eau turquoise, l'image parfaite d'un paradis tropical. Maintenant, imaginez que ce petit territoire, pas plus grand que la ville de Washington, abrite plus de banques que New York, que plus d'argent y transite chaque année que par les places financières de Tokyo ou Francfort. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité des îles Caïmans. Ce n'est pas seulement un paradis pour les touristes. C'est le centre névralgique d'un système financier parallèle qui coûte au gouvernement du monde entier près de 600 milliards de dollars chaque année. C'est l'histoire de la plus grande arnaque légale de l'histoire moderne. Et ce que vous allez découvrir va profondément changer votre perception de l'économie mondiale. Pour comprendre comment trois petites îles sans ressources naturelles sont devenues un titan de la finance, il faut remonter le temps. Jusqu'en 1962, les Caïmans n'étaient qu'une dépendance de la Jamaïque, un territoire britannique oublié. Mais lorsque la Jamaïque a choisi l'indépendance, les Caïmans ont fait un pari audacieux, rester sous la couronne britannique. Cette décision a tout changé. Loin des radars, un petit groupe de banquiers, d'avocats et de fonctionnaires a commencé à construire un système. Leur produit, le secret? Ils ont copié les lois bancaires successières suisses, mais les ont rendues encore plus strictes, plus opaques. Ils ont créé un sanctuaire où l'argent pouvait venir mourir, ou plutôt renaître, libre de toute taxe et de tout regard indiscret. Les pirates du temps du XVIIe siècle avaient laissé place à une nouvelle génération, les pirates de la finance. Le cœur du système caïmanais repose sur une idée simple mais redoutable, la société écran ou Shell Company. Imaginez une boîte aux lettres, une simple adresse sur un bâtiment modeste. Sauf que cette boîte aux lettres peut légalement posséder des milliards de dollars, des brevets, des yachts, sans que personne ne sache à qui elle appartient vraiment. Les îles Caïmans ont perfectionné cet art. Elles permettent de créer une société en moins de 24 heures, avec un directeur qui n'est qu'un nom sur un papier et un actionnaire qui peut être une autre société écran basée dans un autre paradis fiscal. C'est un jeu de poupées russes financier, conçu pour une seule chose, rendre l'argent intraçable et intaxable. Ce n'est pas une faille du système, c'est sa caractéristique principale, c'est le produit qu'elles vendent au monde entier. Le symbole le plus célèbre de cette économie virtuelle est un bâtiment de 5 étages situé à Georgetown, la capitale. Son nom, Ugland House. Ce bâtiment anodin est le siège social officiel de plus de 19 000 entreprises. Oui, vous avez bien entendu, 19 000. Barack Obama l'avait un jour qualifié de plus grand bâtiment du monde ou de plus grande arnaque fiscale au monde. Ugland House n'est pas une exception, c'est la norme. Il incarne la fiction juridique sur laquelle repose tout l'édifice. L'idée qu'une entreprise existe réellement là où elle est enregistrée. En réalité, ce ne sont que des fantômes numériques, des entités légales sans employés, sans bureau, sans activité réelle dont le seul but est de servir de conduit pour des flux financiers colossaux, loin des autorités fiscales des pays où la vraie richesse est créée. Il est crucial de comprendre la différence subtile mais fondamentale entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. L'évasion, c'est cacher illégalement des revenus. L'optimisation, c'est utiliser toutes les failles et les complexités des lois internationales pour réduire sa charge fiscale au strict minimum, voire à zéro. Les îles Caïmans sont le royaume de l'optimisation. Les plus grands cabinets d'avocats et les 4 géants de l'audit, les fameux Big Four, ont des armées d'experts dont le travail est de créer des montages financiers si complexes qu'ils naviguent en permanence dans cette zone grise. Ils ne violent pas la loi, ils l'exploitent. Ils transforment l'impôt, un devoir civique, en une simple variable d'ajustement, un coût à minimiser comme n'importe quel autre. L'une des techniques les plus connues s'appelait le Double Irish with a Dutch Sandwich. Une multinationale américaine, disons un géant de la tech, vendait ses produits en France ou en Allemagne. Les profits générés étaient d'abord envoyés à une filiale en Irlande. De là, ils transitaient par une autre société aux Pays-Bas sous forme de redevance pour l'utilisation de la propriété intellectuelle, échappant ainsi à l'impôt européen. Et la destination finale? Une troisième société également irlandaise mais dont le siège fiscal était aux îles Caïmans. Résultat, des centaines de milliards de profits générés en Europe se retrouvaient légalement dans un territoire où l'impôt sur les sociétés est de 0%. Bien que cette technique spécifique soit devenue plus difficile à utiliser, l'esprit demeure. De nouvelles stratégies, encore plus complexes, l'ont remplacée. Si les multinationales sont les plus gros clients, les îles Caïmans sont aussi le terrain de jeu favori d'un autre secteur, les hedge funds ou fonds spéculatifs. On estime que près de 70% des hedge funds du monde sont domiciliés là-bas. La raison est simple. Le régime fiscal est un rêve pour un gérant de fonds. Pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les plus-values et un secret quasi absolu pour les investisseurs.
Cela permet aux gestionnaires de fonds de lever des capitaux partout dans le monde et de mettre en place des stratégies d'investissement agressives sans aucune contrainte fiscale. C'est un environnement parfaitement optimisé pour la maximisation du profit, créant un avantage compétitif énorme par rapport à des fonds basés à Londres ou à Paris, qui sont soumis à des règles et des impôts beaucoup plus stricts. Mais qui paie le prix de ce paradis? La réponse est simple. Vous. Nous tous. Chaque dollar de profit qui n'est pas taxé aux Caïmans est un dollar qui manque dans les caisses de l'État français, allemand, américain ou brésilien. C'est moins d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les infrastructures, pour la transition écologique. L'économiste Gabriel Zucman estime que l'évasion fiscale des entreprises coûte chaque année plus de 600 milliards de dollars au gouvernement. C'est une somme astronomique. C'est un transfert massif de richesses des contribuables ordinaires et des petites entreprises qui perdent leurs impôts vers les actionnaires des plus grandes multinationales du monde. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème fondamental de justice sociale. Face à ce système, une question se pose, pourquoi les grandes puissances mondiales laissent-elles faire? La réponse est complexe et pleine d'hypocrisie. Prenons le Royaume-Uni. Les îles Caïmans sont un territoire britannique d'outre-mer. Londres a le pouvoir, en théorie, de mettre fin à ce système du jour au lendemain. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le système financier des Caïmans est intimement lié à celui de la City de Londres. Les banques, les cabinets d'avocats, les fonds d'investissement de la City sont les principaux utilisateurs et bénéficiaires de ce système offshore. C'est une extension de la puissance financière britannique, un pilier de ce que certains appellent l'Empire 2.0, un empire non plus territorial mais financier. L'hypocrisie n'est pas seulement britannique. Les États-Unis critiquent régulièrement les paradis fiscaux des Caraïbes. Pourtant, certains de leurs propres États fonctionnent sur des principes similaires. L'État du Delaware, par exemple, est le domicile légal de plus de la moitié des plus grandes entreprises américaines. Il offre un secret des affaires et des avantages juridiques qui le rendent extrêmement attractif. Plus récemment, des États comme le Dakota du Sud sont devenus des havres pour les trusts, attirant des milliards de dollars du monde entier grâce à des lois sur le secret encore plus strictes que celles de la Suisse. En réalité, le monde offshore n'est pas seulement sur des îles lointaines. Il est aussi au cœur même des plus grandes économies mondiales, dans un jeu de concurrence fiscale acharné. Après la crise financière de 2008, un vent de changement a semblé souffler. Les dirigeants du G20 réunis à Londres ont solennellement déclaré la fin de l'ère du secret bancaire. Les paradis fiscaux étaient dans leur viseur. L'OCDE, l'Organisation des pays développés, a été chargée de faire le ménage. Des listes noires et grises de juridictions non coopératives ont été publiées. Des pressions ont été exercées pour la mise en place de l'échange automatique d'informations bancaires. Pour la première fois, il semblait que le système allait être démantelé. Mais la réalité fut bien plus décevante. La volonté politique s'est rapidement érodée sous la pression intense du lobby financier. Les listes noires de l'OCDE ou de l'Union européenne se sont révélées être des outils largement inefficaces. Souvent, il suffisait qu'un pays fasse quelques promesses de réformes pour être retiré de la liste, même si ces réformes n'étaient jamais pleinement appliquées. Les îles Caïmans, par exemple, ont été placées sur la liste noire de l'Union européenne en février 2020 pour en être retirées seulement 8 mois plus tard. C'est un jeu du chat et de la souris. Les paradis fiscaux s'adaptent, modifient leurs lois à la marge pour paraître coopératifs, mais le cœur de leur modèle économique reste intact. Les flux financiers vers ces territoires n'ont jamais cessé de croître, prouvant que les mesures prises jusqu'à présent n'ont été que des pansements sur une hémorragie. Ce qui a vraiment changé la donne, ce ne sont pas les gouvernements, mais les lanceurs d'alerte. Les fuites massives de données, comme les Panama Papers en 2016 et les Paradise Papers en 2017, ont exposé au grand jour la réalité sordide du monde offshore. Pour la première fois, le grand public a pu voir les noms. Des chefs d'État, des célébrités, des grandes entreprises, tous impliqués dans des montages complexes via des cabinets d'avocats spécialisés. Ces scandales ont créé une onde de choc planétaire. Ils ont rendu visible l'invisible et ont mis une pression sans précédent sur les politiciens pour qu'ils agissent. Ils ont montré que le problème n'était pas marginal mais systémique et qu'il touchait les plus hautes sphères du pouvoir et de l'économie. Face à ces révélations, la stratégie de défense des îles Caïmans a été de se présenter comme un élève modèle de la transparence. Le gouvernement local insiste sur le fait qu'il respecte toutes les normes internationales, qu'il a signé des dizaines de traités d'échange d'informations fiscales et qu'il lutte activement contre le blanchiment d'argent. C'est en partie vrai. Les Caïmans ont fait des efforts pour se conformer aux exigences de l'OCDE.
Mais c'est une transparence à la carte. L'information est échangée sur demande, mais les registres centraux des véritables propriétaires des sociétés, les bénéficiaires effectifs, restent largement opaques. Ils donnent l'illusion de la coopération tout en protégeant ce qui compte le plus pour leurs clients, l'anonymat et l'absence d'impôts. La proposition la plus ambitieuse pour mettre fin à cette course vers le bas est l'accord mondial sur un impôt minimum sur les sociétés, piloté par l'OCDE et soutenu par plus de 130 pays. L'idée est simple, si une entreprise paie moins de 15% d'impôts dans un paradis fiscal comme les Caïmans, son pays d'origine pourra prélever la différence. En théorie, cela rendrait les paradis fiscaux beaucoup moins attractifs. C'est un pas historique dans la bonne direction, une reconnaissance que la coopération est la seule solution. Cependant, l'accord est truffé d'exceptions et de compromis. Le taux de 15% est considéré par beaucoup comme trop bas et de nombreuses questions subsistent sur sa mise en œuvre réelle. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'industrie financière et de son lobbying. Chaque année, des centaines de millions de dollars sont dépensés à Washington, à Bruxelles et à Londres pour influencer les législateurs. L'objectif est d'essayer de préserver le statu quo, de diluer les réformes, d'ajouter des clauses d'exception qui vident les nouvelles lois de leur substance. Les cabinets d'avocats, les banques et les géants de l'audit qui profitent de ce système ont des ressources quasi illimitées pour défendre leurs intérêts. Ils financent des think tanks, emploient d'anciens politiciens et régulateurs. C'est une bataille inégale entre l'intérêt général et des intérêts privés extrêmement puissants et organisés qui se déroulent dans les coulisses du pouvoir. Le système des paradis fiscaux n'est pas simplement une affaire de banque. C'est un écosystème entier, une industrie mondiale de la gestion de fortune. Au cœur de cet écosystème se trouvent les facilitateurs, les grands cabinets d'avocats qui créent les structures juridiques, les 4 grands cabinets d'audit qui les valident dans leurs rapports annuels et les banques privées qui gèrent les actifs. Ces professions, qui sont censées être les gardiens de l'intégrité du système, en sont devenues les architectes. Elles vendent des schémas d'optimisation fiscale clés en main, transformant le conseil fiscal en une industrie lucrative. Sans leur expertise et leur complicité active, le modèle économique des îles Caïmans ne pourrait tout simplement pas exister à cette échelle. Si l'impact sur les pays développés est énorme, il est absolument dévastateur pour les pays en développement. L'Afrique, par exemple, perdrait chaque année près de 90 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, une somme supérieure à l'aide au développement qu'elle reçoit. C'est de l'argent qui pourrait financer des systèmes de santé, des infrastructures ou des programmes d'éducation. Les multinationales minières ou pétrolières exploitent les ressources naturelles d'un pays. Mais grâce à des montages via les Caïmans ou d'autres juridictions, elles ne paient quasiment aucun impôt sur place. C'est une nouvelle forme de colonialisme, un pillage économique organisé qui prive les nations les plus pauvres des ressources nécessaires à leur propre développement. Les îles Caïmans ne sont pas la cause du problème, elles en sont le symptôme le plus visible. Elles sont le produit d'une mondialisation financière qui a été dérégulée à l'extrême depuis les années 80. Dans cette vision du monde, le capital doit être libre de circuler sans entrave et les États doivent se faire concurrence pour l'attirer, notamment en baissant leurs impôts. Les paradis fiscaux sont l'aboutissement logique de cette idéologie. Ils sont les trous noirs du capitalisme mondial, des zones de non-droit fiscal qui exercent une pression constante sur tous les autres pays pour qu'ils alignent leur fiscalité vers le bas, sous peine de voir leurs entreprises et leurs riches contribuables délocaliser leurs profits. L'existence de ce système offshore massif a une autre conséquence, plus insidieuse, il augmente le risque systémique pour l'ensemble de l'économie mondiale. Une grande partie de la finance de l'ombre, le shadow banking, opère depuis ces territoires. Ce sont des activités financières qui se déroulent en dehors du système bancaire traditionnel et de sa réglementation. On ne sait pas précisément qui doit quoi à qui, ni où se situent les risques. C'est l'opacité des produits des financiers complexes comme les subprimes, souvent structurés via des entités basées aux Caïmans, qui a été l'un des déclencheurs de la crise de 2008. En permettant à cette opacité de perdurer, nous prenons le risque de futures crises encore plus graves. Alors, que nous réserve l'avenir ? Sommes-nous condamnés à vivre avec ce système ? Pas nécessairement. La prise de conscience mondiale est plus forte que jamais. L'idée d'un impôt minimum mondial, même imparfait, aurait été impensable il y a seulement 10 ans. La pression citoyenne et médiatique a forcé les gouvernements à agir. La bataille sera longue et difficile. Le capital est fluide, et s'il est bloqué aux Caïmans, il essaiera de trouver une nouvelle faille, un nouveau refuge.
La vraie solution ne réside pas seulement dans la fermeture d'un paradis fiscal, mais dans une refonte en profondeur des règles de la finance mondiale pour la remettre au service de l'économie réelle et de la société. En fin de compte, l'histoire des îles Caïmans est le reflet de nos propres contradictions. Nous vivons dans une économie globalisée, mais avec des systèmes fiscaux qui sont restés largement nationaux. Cette faille a été exploitée par les plus puissants pour créer un monde à deux vitesses. Un monde où les travailleurs et les petites entreprises paient leurs impôts, et un autre, un monde offshore, où les multinationales et les grandes fortunes peuvent s'y soustraire. Ce système n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. Et par conséquent, d'autres choix politiques peuvent le défaire. C'est une question de volonté, de courage et, en définitive, de démocratie. Le sable blanc des îles Caïmans cache donc une réalité bien plus sombre. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de techniques comptables, c'est une machine qui creuse les inégalités, affaiblit les États et rend notre système financier mondial plus instable. La lutte contre les paradis fiscaux est l'un des plus grands défis de notre époque. L'impôt minimum mondial est un premier pas, mais la route est encore longue. Sans une transparence totale sur les véritables propriétaires des sociétés et une coopération internationale sans faille, le capital trouvera toujours un moyen de s'échapper. L'avenir dépendra de notre capacité à faire primer l'intérêt collectif sur les intérêts privés d'une minorité. La vraie question est, en aurons-nous la volonté ? Pensez-vous qu'une taxe mondiale puisse réellement mettre fin aux paradis fiscaux ou le capital trouvera-t-il toujours un nouveau refuge ? Partagez votre opinion dans les commentaires,